Kerian, heureux de vous retrouver. Ce soir, notre invité principal, c'est Patrick Balkany, mesdames, messieurs. Énorme. C'est énorme, on se croirait au Stade de France. Absolument. Patrick Balkany, bonsoir. Vous êtes député maire UMP de Levallois-Perret. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je m'y suis même habitué, maire depuis 83, député depuis 88. Bon, Patrick, vous connaissez la procédure. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat, vous connaissez? J'ai le droit de garder le silence. Ouais. Voilà. Donc, Patrick, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre vie, de votre carrière, de vos emmerdes, vos amours, vos amis. Très belle chanson. Voilà, un avant-goût des mémoires que vous publierez en septembre prochain. Dites-moi, Patrick, vous n'avez pas peur si vous publiez vos mémoires de prendre perpète? En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Edwy Plenel, qui publie Un combat pour la presse libre aux éditions Galade et qui révélera que ce prénom bizarre et cette moustache, en fait, c'était du marketing. Toujours en P2, nous accueillerons Omar Sy pour le film Tellement proche, qui sort le 17 juin, où il joue le rôle d'un médecin, un médecin noir. Ça vous fout pas la trouille, vous? Non? Attendez, vous savez qu'il y a énormément de médecins africains en France. Oui. Il y en a plus en France qu'en Afrique. C'est d'ailleurs là le problème. Malheureusement. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Patrick Heudeline, pour son livre Rue des Martyrs, publié chez Grasset. Vous connaissez Patrick Heudeline, non? C'est une sorte de Philippe Manœuvre qui aurait eu les couilles d'envoyer péter la production de La Nouvelle Star. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Patrick Balkany, donc rebonsoir. Vous êtes toujours très à l'aise devant les caméras parce qu'il y a tellement de vidéosurveillance à Levallois-Perret que, de toute façon, non? Oui, c'est vrai que j'ai eu le temps de m'y habituer, puisqu'elles y sont depuis 87. Il y en a partout. Je leur fais toujours un petit sourire en passant. Voilà. Donc, Patrick Balkany, vous naissez en août 1948. Oui, le 16. Le 16, à l'hôpital américain de Neuilly. Tout à fait. À cette époque, votre famille a déjà pas mal d'argent. Votre père, qui était immigré juif hongrois, résistant, déporté à Auschwitz, s'est lancé après la guerre dans une affaire de prêt-à-porter féminin qui s'appelait Réti. Absolument. Et il a bien réussi. Alors, donc, jeunesse dorée à Neuilly, non? J'ai eu une jeunesse très agréable. Et puis, à l'époque, c'était la mode. On m'a envoyé dans un collège, pas très loin de Paris, à jouer en Josas, où là, j'ai passé 4 ans dans la même chambre que Michel Sardou. Et alors? Alors, on faisait les 400 coups. 400 coups, c'est pas mal. On a appris la discipline, le lever des couleurs le matin, le cross, on marchait au pas, on faisait son lit au carré. Pour ça que... Ah oui, d'accord. Oui, non, attends, on a été formés. C'est pour ça qu'il a fait toutes ces chansons après. Voilà. Alors ensuite, Genève. Oui. Vous n'avez pas eu le bac quand je l'ai pas eu, c'est que je l'ai pas passé. Et puis alors là, vous décidez de faire du cinéma, et c'est vrai qu'à l'époque, vous êtes grand, brun, sportif. Pourquoi à l'époque, j'étais grand, brun, sportif? Je suis toujours grand, poivre, un peu sel. Et sportif. Maintenant, je suis passé au golf, forcément. Voilà, c'est bien ce que je disais. Alors, le film s'appelle J'ai tué Rasputin, c'est un film de Robert Hossein, en 1967. Alors, il y a un truc, on dit que vous étiez tellement mauvais qu'il a fallu vous doubler, c'est vrai? Ensuite, les réseaux de votre père vous permettent de faire le service militaire à l'Élysée. C'était pratique pour nous, on était juste en face. C'était en face de la boutique de votre père. Et j'y ai passé 1 an. J'avais tous les téléscripteurs et j'amenais toutes les heures, toutes les dépêches à Pompidou, Balladur, Jaubert, Garot, Juillet, etc. Et là, vous allez rencontrer les 2 personnes les plus importantes de votre vie, votre femme, Isabelle Smadja, et votre meilleur ami, Nicolas Sarkozy. Votre épouse, vous l'avez connue lors d'un match de boxe. Exactement. C'était Carlos Monzon contre Gracien Tonat. Absolument. C'est un ami qui m'avait demandé une place pour elle. Voilà. Mais moi, je ne suis pas reparti avec l'ami, je suis reparti avec sa copine. Coup de foudre, voilà. Alors, l'autre personne importante de votre vie, c'est évidemment Nicolas Sarkozy. Vous l'avez rencontré en
74. Ouais. Le père de Nicolas Sarkozy, à l'époque, était aux USA et Nicolas se sentait seul, il n'avait pas un rond, il habitait dans une petite chambre, il était très malheureux. Et vous, alors là, vous le prenez sous votre coupe, vous l'invitez partout, vous lui payez tout. Pour payer ses études, il travaillait le samedi chez le fleuriste, le dimanche, il vendait les classes. Ouais. Il se démenait pour le RPR, il faisait ses études de droit, Sciences Po, et il habitait dans sa chambre de bonne à Neuilly. Vous l'avez adopté, quoi. Le petit Nicolas. C'est devenu comme mon frère. Bah oui, il faut dire que vos deux pères étaient hongrois. Dans votre bureau, d'ailleurs, il y a un petit vide-poche carré en métal argenté où il y a gravé du maire au maire, du hongrois au hongrois, de l'ami à l'ami. Et c'est daté 16 août 1983. Voilà. Alors, même quand vous alliez mal, quand vous avez été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité en 1996... Vous savez à qui vous me faites penser? Non, mais j'allais dire quelque chose de gentil, là. Vous me faites penser à Bérou avec Cohn-Bendit. Ah, pas du tout. Ça lui a pas porté chance. D'abord, moi, je me présente pas. Non, mais j'allais dire que Sarkozy vous a pas lâché, c'est vrai? Jamais. Voilà. Pourtant, ça allait mal. Après, vous êtes parti en exil dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Je ne suis pas parti en exil. D'abord, Saint-Martin, c'est la France. Oui. Je suis parti passer 2 années sabbatiques là-bas. Et comme ça allait mal à Levallois, parce qu'ils n'étaient pas contents du nouveau maire, tout le monde m'a demandé de revenir. Je suis revenu et j'ai été élu au premier tour. Et depuis, vous y êtes, voilà. Et réélu à la mairie et à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez eu beaucoup d'ennuis, puis vous avez ressuscité. J'ai eu un passage qui a été très désagréable sur des conneries que j'avais faites. C'était de ma faute. Bon, très bien. Mais il n'y avait pas de quoi non plus me jeter au chien. Je n'ai tué personne et volé personne. Il faut être clair. Bah, voler personne? Non. La municipalité un peu, quand même. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça, à l'époque, c'était l'époque où je faisais venir tous les chefs d'entreprise, où j'ai transformé la ville, et au lieu de bouffer à la mairie, je les emmenais bouffer chez moi. Maintenant, ils bouffent à la mairie et plus chez moi. Point. Et moi, je suis au contraire quelqu'un qui jamais une note de frais, je me fais jamais rien rembourser. Je suis très soucieux. Mais vous avez dit, je suis l'homme le plus honnête de la Terre. Mais je le dis. Non, mais c'est vrai, vous l'avez dit, ça. Mais je le dis, et tous mes amis le savent. Ouais. Bah oui, non, il n'y a que celui qui rigole derrière moi. Je sais pas, il est con. Sortez-moi le mec qui rigole quand Balkany dit qu'il est honnête, s'il vous plaît. Oui. Mais bien sûr, c'est même très important en politique. Il faut être honnête, moralement, et dans tous les actes de gestion de sa commune et des deniers publics. C'est très important. Moi, j'ai transformé une ville pauvre en ville riche. En virant les pauvres. Pas du tout. en ayant 20% de logements sociaux, en ayant une vraie mixité sociale, et je crois qu'au contraire, Levallois est aujourd'hui l'exemple de ce que devrait être une ville moderne. 65 000 habitants, 65 000 emplois. Des sièges sociaux, en veux-tu, en voilà, mais aussi de l'artisanat et tout ce qui fait une ville, et beaucoup d'espaces verts. D'ailleurs, vous n'avez plus jamais eu de problème, plus jamais été condamné, ce qui prouve que la réinsertion par le travail, ça marche, Patrick. Bien, il y a un problème. C'est l'endettement de Levallois, là, quand même. 213 millions d'euros. C'est pas énorme. Non. À ce prix-là, vous avez acheté un porte-avions nucléaire ou quoi? Non, ce qu'on a fait, c'est un superbe conservatoire qui accueille près de 2000 élèves. Refait les écoles, toutes les écoles, refait une piscine, un centre nautique, fait toutes les installations sportives et culturelles nécessaires à la vie d'une commune. Il y a des villes, elles ont moins d'endettement que nous, elles font rien, et en plus, elles ont des impôts très élevés. Nous avons des impôts très bas. Vous avez quand même emprunté 100 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations. Ça aide d'être pote avec Sarko, quand même, pour avoir 100 millions d'euros de la part de la Caisse. Non, mais... Alors, je vais vous dire, détrompez-vous, on travaille avec toutes les banques, et la Caisse des dépôts, c'est le banquier des collectivités. Pas de Levallois. Mais il ne prête pas de l'argent à tout le monde, c'est ça que je veux dire. Mais si, il prête de l'argent. Heureusement, comment il ferait, comment il vivrait? Bien. Vous avez quelque chose à ajouter, Patrick Balkany? Oui, je vous trouve toujours aussi perfide, Thierry Ardisson.
Voilà, en P2, nous recevons Edoui Plenel et Omar Sy pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Balkany. Bonsoir. Et nous recevons Edoui Plenel, bonsoir. Bonsoir. Et Omar Sy, bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez tous les trois, non? Monsieur Balkany, déjà une fois sur une émission de télévision il y a très longtemps. À l'époque, je tapais sur François Mitterrand, donc ça lui plaisait. Maintenant que je tape sur Sarkozy, ça ne doit pas lui plaire. Sûr que... Il tape toujours sur les présidents. Il faut qu'il y ait des gens qui tapent sur le pouvoir, bah oui. C'est comme ça qu'ils perdent les élections. Edoui Plenel, rebonsoir. Vous avez passé 25 ans au journal Le Monde, où vous avez terminé directeur de la rédaction. Après votre départ du Monde, vous avez fondé le journal numérique Mediapart. Et vous êtes ici ce soir pour exploser de rire à chaque fois que Patrick Balkany dira qu'il est l'homme le plus honnête de la Terre. Monsieur Balkany représente tout ce que, loyalement, j'ai pas d'autre arme que ma plume et que ma voix, je combats. Ah oui. Mais il représente tout ce que je combats depuis que je suis né. D'accord. Très sympa. Nous avons le vrai visage du sarkozysme ce soir. Ah oui, c'est les Hauts-de-Seine, c'est le BTP. Vous savez, les premières choses qu'il a fait quand il a été élu à la mairie, il a supprimé la bourse du travail, il a supprimé la maison des jeunes, il a supprimé tout ce qui incarnait la municipalité d'avant, qui était en effet de gauche et qui ne s'occupait pas uniquement de l'immobilier en faisant de l'argent avec des immeubles. Oui, vous avez raison, c'est pendant le mandat de Parfait-Jeance qu'on a construit des cages à poules de 18 étages tout le long de la porte Bagnères, où on a rendu sans doute les gens très heureux dans ces immeubles qu'il a fallu que je refasse entièrement avec des jardins autour pour les rendre humains. Mais ça avait été fait par un communiste qui admirait le régime qui était alors en place en Union soviétique. Mais vous avez raison de le défendre. Je ne défendais pas l'Union soviétique, vous savez bien. Bien. J'étais trotskiste. N'étiez pas, vous l'êtes toujours. Ah bon? Ah bah, bien sûr. Vous avez des fiches alors? Les Trotskos, ils sont toujours Trotskos. On dit aussi qu'il est de la CIA, de toute façon. Bien. Donc vous nous parlerez ce soir d'un manifeste, le manifeste de Mediapart, publié aux éditions Galade et qui s'appelle « Combat pour une presse libre ». Voilà. Alors le problème de la presse, il n'est pas compliqué. D'abord, il y a une crise. Et puis, il y a la mainmise du pouvoir sur les médias. Vous dites que Sarkozy est l'ami des milliardaires qui contrôlent les médias privés et qu'avec la nomination du patron de l'audiovisuel public par lui-même, il a réussi, dites-vous, un coup d'État médiatique à froid. Eh oui. Il n'a pas d'armée. Ouais. Il a simplement nos faiblesses. Ouais. L'envie du pouvoir, l'envie du poste. Ouais. J'estime beaucoup Jean-Luc Hess, par exemple, qui a pris la présidence de Radio France. Mais notre métier suppose qu'on défende son indépendance. Et je pense qu'un patron de l'audiovisuel public, c'est pas le patron d'une radio d'État, c'est pas la radio ni la télé du président. C'est notre argent, c'est l'argent du public, c'est pas au président de le nommer. C'est pour ça qu'Edoui Plenel considère que un média libre ne peut être dirigé que par quelqu'un de gauche parfaitement engagé. Est-ce que vous pensez que la détestation de Nicolas Sarkozy pour les journalistes traduit une sourde haine de la démocratie? Oui, je pense qu'il y a chez lui un refus de ce qu'il ne contrôle pas. Ouais. La démocratie, c'est les limites, c'est l'apprentissage des limites. C'est depuis Montesquieu, c'est le pouvoir est contrôlé, arrêté par d'autres pouvoirs. Ce président, qui est une sorte d'enfant monstrueux de François Mitterrand et de Jacques Chirac, il ne connaît pas la limite. C'est comme un gamin de 13 ans à qui on n'a pas appris de s'arrêter. Donc il veut le sceau des autres, il veut contrôler tout. Il veut le seau, l'appel et le râteau, vous voulez dire. Oui, Vous êtes effondré, là. Je suis effondré parce que aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel blog,
pour voir les horreurs Ouais. qui peuvent être écrites sur tous les sites. S'il y a bien un pays où il y a une vraie liberté, non seulement de la presse, mais la liberté d'expression totale, c'est bien la France. Vous avez le discours que vous aviez lorsqu'il y avait une chaîne de télévision et un ministre de l'Information qui décidait des titres le soir au journal de 20h. Autant que je sache, Madame Morano, elle est de la même famille politique que Monsieur Balkany, et elle pourchasse les gens qui disent « Oh là là, faites la terre, cette conne, sur le web ». Autant que je sache, moi, je suis un citoyen, je vote. Hein. Ouais. J'ai pas pu poursuivre ce citoyen. Rappelez-moi son nom qui a dit « Casse-toi, pauvre con » et qui Ouais. nous a fait un peu honte, là. Ouais, ouais. Parce qu'on peut pas le poursuivre, lui. Il est intouchable. Lui, on peut lui dire toutes les horreurs, mais lui n'a pas le droit de Alors, répondre. on va voir comment ça se passerait si la presse était libre. On va faire une interview si la presse était libre. Alors, si la presse était libre, qu'est-ce qu'elle dirait qu'elle ne dit pas sur le crash de l'avion Rio-Paris? Pour l'instant, autant que je sache, il n'y a pas assez d'enquêtes sur ce qui est à venir, c'est-à-dire probablement une sacrée crise de crédibilité Ouais. d'Airbus, d'Air France, puisqu'il semble bien que c'est pas un orage, Non, c'est pas un attentat. non. Et au début, on nous a balancé l'histoire de La l'orage, foudre. et Météo France a mis une semaine Ouais. à nous dire il n'y avait pas d'orage. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait sur Nicolas Sarkozy, la presse, si elle était vraiment libre? Si la presse était libre, le président ne pourrait pas choisir les journalistes qu'il interviewe à la télévision. Ouais. Il ferait d'authentiques conférences de presse où il ne pourrait pas humilier les journalistes. Geoffrin? On aurait le droit de lui reposer 4 fois, 5 fois la même question quand il ne répond pas à une question. Et on soulignerait tous que quand il parle du voile devant Barack Obama, il dit un mensonge en disant que les lycéennes et les collégiennes, si elles le veulent, peuvent Ouais. porter un voile, ce qui n'est pas vrai. Il le sait ou il le sait pas? Peut-être qu'il ne sait pas. Il y en a beaucoup qui le portent. Qu'est-ce qu'elle dirait sur l'UMP, la presse, si elle était vraiment libre? Que ce n'est pas un parti démocratique, d'ailleurs il n'y a plus vraiment de président, que c'est le parti du président, Ouais. que ce parti n'a pas d'autonomie. Monsieur Obama, il ne contrôle pas le Parti démocrate, il ne contrôle pas la présidence du Congrès, du Sénat, il est en négociation, y compris avec son propre parti. Ce n'est pas sain, ça. Oui, qu'il n'est pas trotskiste. Son modèle dans la vie, c'est Obama. Et vous lui posez pas de questions sur ce qu'il dirait sur le Parti socialiste. Mais par je l'ai exemple. écrit, monsieur Balkany, il faut que vous vous abonniez à Mais- Mediapart. J'ai Oh. fait mardi le texte le plus sévère qui soit de toute la Ouais. presse sur le Parti socialiste. Ça s'appelle « Lettre à ces socialistes qui nous désespèrent ». Hein, donc, mon indépendance, Donc, vous ne finalement- pouvez pas la mettre en cause. Finalement, il n'y a que Besancenot pour vous. Je n'ai jamais dit ça. J'ai Enfin, il n'y a jamais dit ça. personne alors. Non, il y a notre rôle. Justement, c'est là où on voit votre culture. Le rôle de la presse, c'est pas de dire pour qui on vote. Le rôle de la presse, c'est d'être cet aiguillon critique. C'est plus important, une presse libre. C'est comme ça que les gens peuvent être informés, donc voter. Parce qu'on peut mal voter parce qu'on est mal informé. La presse libre, ça vient avant vous. Ça vient avant le vote. Pour conclure, qu'est-ce que la presse dirait au sujet de Patrick Balkany si elle était libre? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle continuerait à enquêter, notamment sur ses voyages en Afrique. Il est maire de Levallois-Perret. Hein. Oui, oui. Il n'est pas secrétaire à la France-Afrique. Oui. Il n'arrête pas de se balader là-bas. Hein. Je suis Il membre arrête de la pas- commission des Oui, affaires de Cuba étrangères aussi, à l'Assemblée d'ailleurs. De Cuba nationale. aussi, hein, Et je suis vice-président de France Bon, Cuba. Allez Oui. plus souvent à Cuba alors. Bon. Exactement. Monsieur Guéant, secrétaire général de l'Élysée, a dit que Patrick Balkany n'était pas missionné officiellement quand il est là-bas. sûr que non. Il y va pour le plaisir, hein, Patrick? Non, je vais en tant que parlementaire, membre de la commission des affaires étrangères. Omar, bonsoir. Bonsoir. Forcément, j'ai l'impression qu'il manque un truc à côté de vous, là. Oui, oui. Il manque un truc, quoi. Mais j'ai manque- oublié un truc chez moi. Ah, J'ai oublié... ça y est, Oui, Fred. J'ai oublié Fred, Fred, voilà. putain, ouais. Je me disais depuis tout à l'heure, il y a un truc. C'est vrai qu'il est tellement déprimé, Fred, qu'il veut faire un duo avec Anthony Cavana, c'est vrai? C'est pas vrai. En fait, ce soir, vous êtes ici seul car nous recevons Omar l'acteur, Omar Sy, pour un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache qui s'appelle Tellement proche,
avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier de Maison, Audrey Dana. Alors, c'est une comédie chorale sur fond d'histoire familiale, un genre que les Français adorent, mais celle-là, elle est très, 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 très réussie. Voilà, vraiment. Merci, ouais, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai vue. Bon, on ne peut pas raconter la fin, Non, ouais. mais à la fin, moi, j'étais carrément bouleversé. J'avais les larmes aux yeux. Je pense que ça va être le film de l'été. Vraiment. Mais Inch'Allah. Hein. Ça va être comme le premier jour du reste de ta vie. Inch'Allah. Alors, vous jouez le rôle d'un toubib. Oui. Bruno, qui est interne en médecine. Voilà. Et Oui. il y a une fille qui s'appelle Roxane qui va absolument se le taper. Voilà. C'est assez drôle. Jouée par Joséphine Demeaux. Elle est géniale. Hein. Elle est Ouais, très, très bien. Ouais, ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Elle est de ce côté-là, la voiture. Vous aimez ce genre d'ambiance familiale? Lucien, viens ici. Lucien. Alors, dans la famille Marciano, laissez-moi vous présenter... Le père. Bonsoir. Lucien, tu m'entends? Lucien, tu viens ici tout de suite. La mère. Lucien. C'est pas possible. Il est chiant, ce gosse. Le frère de la mère. Et dans cette petite famille, il y a aussi le petit copain de la deuxième sœur. Félicitations. Qui est un peu comme un beau-frère. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, pas vraiment, en fait. Lui, c'est le grand-père du fils du père. Papa du papa. Vous suivez toujours. Parce que tout ce petit monde va dîner chez le frère de la mère. Oh, non, fais chier. Mais dont le père a un peu de mal à s'entendre avec la femme du frère. Vous avez pas pu te faire garder? Bonsoir. Sans compter sur la deuxième sœur. Bon bah Jean-Pierre, c'est ta sœur, elle s'est encore perdue, elle est à la station-service. Pas vrai. C'est lui mon grand frère. Tu vas voir, il est super sympa. Mais comment tu fais pour te planter à chaque fois? Tiens, prends le rond-point, tu tournes à gauche. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Et le fils du père qui a bien du mal à s'entendre avec la femme du frère de la mère. J'ai toujours dit, quand on épouse une femme, on épouse aussi sa famille. Tu te rends même pas compte, on n'a plus aucune intimité. Sans oublier le frère de la mère qui, sous l'influence de sa femme, se convertit peu à peu au judaïsme, tandis que sa sœur, la belle-fille du grand-père du fils du père, donc la mère, héberge toute une famille de Pakistanais sans papier. On est sur l'autoroute là, tu vas pas me laisser là, putain. Hey, oh, mauvaise. Mes enfants, bordel de merde! Mais rassurez-vous, toute cette petite famille est tellement proche. Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je pensais qu'on partait du coup, moi. Mais vous restez pas pour le café? Si, je reste, oui. Je vais prendre un déca, s'il vous plaît. C'est génial. Tellement proche de Nakache et Toledano. Ouais, il se débrouille bien, Omar. Alors, il y a toujours le SAV des émissions, évidemment, sur Canal+, avec Fred, l'émission qui donne envie d'avoir un téléphone fixe. Et puis, Omar, vous venez d'être papa pour la 4e fois. Oui. C'est bon. Vous avez les allocs, là, ça va? Oui, ça va. Moi, j'ai grandi grâce aux allocs. Ouais. Donc, merci la France, déjà, il faut le dire. C'est important de le dire. Et donc, je suis pour Bah tout ça, ouais. moi. Il s'appelle comment, le petit? Alidja. Oh, putain. Ah ouais. Ah ouais, c'est un nom qui met la pression, je sais, ouais. mais il va falloir qu'il fasse avec. C'est vrai que Madonna a demandé à l'adopter par réflexe. C'est vrai, ouais. Mais elle est venue avant l'accouchement, en plus. Ouais, hein. ouais, Elle est pressée. Hein. elle y tenait. Bien, alors Patrick Balkany, souvent quand on parle de vous, on emploie le terme sulfureux, je ne sais pas très bien pourquoi. En souvenir de tous ces problèmes et pour vraiment prouver le contraire, on va faire une interview. Balkany a aussi des bons côtés. Est-ce que vous aimez les enfants? Je les adore. Bah, vous voyez. Je vais être grand-père pour la 2e fois ben voilà. cet été. Tu vois? Est-ce que vous aimez les animaux? J'ai 2 chiens et 2 chats. Ben voilà. Est-ce que vous nourrissez les oiseaux? Je nourris les oiseaux. Ben voilà. Je Ben voilà. Je m'occupe de tout. Et même Tu à vois. Levallois, il y a des pigeonniers. Est-ce que, par exemple, vous donnez de l'argent à des associations caritatives? Bien entendu. Bien entendu. Est-ce que vous aidez les vieilles dames à traverser la rue? Je vais vous dire, non seulement je les aide à traverser la rue, mais parfois c'est elles qui traversent de l'autre côté pour venir m'embrasser. Ah! Bien entendu, vous faites les plus gros efforts pour sauver la planète, Patrick. Écoutez, je vais vous donner un petit exemple. 1/3 de Levallois est chauffé uniquement par le retraitement des ordures ménagères, sans fumée, Heureusement que sans je suis là. rien. Tu vois qu'il a, Merci. il a aussi ses bons côtés. Est-ce que vous êtes marrant? Demandez à mes amis. Vous connaissez des blagues? J'en connais. Dites-nous une blague, alors. Non, Pourquoi? pas maintenant. Parce que moi, j'aime les blagues longues, avec accent. Ah oui, qu'il oui. faut un peu de... Non, je vous en raconterai après. Est-ce que vous prêtez vos DVD? Je les donne même. Voilà. Est-ce que vous roulez des pétards pour vos potes? J'ai jamais fumé de pétard de Non. ma vie. Jamais.
Ah, ça, c'est un mauvais côté, en revanche. Ben, sûrement. Conclusion, Balkany a aussi ses bons côtés. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Finalement, aux européennes, tout s'est joué à la télé. Y a qu'à voir le pauvre Bayrou. Jeudi soir, il est à 13%, un mot de traviole. T'es trop minable. Et hop, trop minable. 3 jours plus tard, le v'là à 8. Je prends ma part de responsabilité. Un tiers des électeurs se décident au dernier moment. Sauf qu'avant de voter, qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé? Sur France 2, le plaidoyer écolo de Yann Arthus Bertrand. Résultat, les Verts font 16%. Et sinon, sur TF1, c'était France-Turquie avec invasion de la pelouse par les supporters turcs. Résultat, l'UMP qui s'est toujours méfié des Turcs atteint 28%. Vous croyez qu'on exagère? Que la télé n'a pas autant d'influence sur les opinions? Alors pourquoi Coca-Cola dépense des milliards d'euros chaque année pour acheter du temps de cerveau disponible? Ah, si au moins France 3 avait diffusé Titanic, l'histoire d'un grand naufrage, rien de tel pour sensibiliser les électeurs à la situation du PS. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grab. Voilà. Alors l'information de la semaine, évidemment, c'est les résultats des élections européennes, c'est confirmé, c'est l'Europe qui a perdu. Ah oui. Les gens s'y sont encore moins intéressés qu'à l'Eurovision. Alors le chiffre qui tue, c'est qu'il y a 80% des 18-24 qui ne sont pas allés voter quand même. Et j'en fais partie. T'étais pas allé voter. Non. Ouais. Pourquoi? J'ai un problème avec l'Europe. Je me dis qu'on a déjà beaucoup de choses à régler ici. Ouais. Je ne sais pas comment des mecs qui ne sont pas capables de gérer un pays peuvent aller prétendre gérer un continent. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Moi, c'est ce problème. C'est bien vu. Ah oui. C'est bien vu. On a l'impression aujourd'hui que c'est M. Sarkozy qui décide pour tout et que même un député, on peut voter pour n'importe qui. À partir du moment où Sarkozy est au pouvoir, ça sera lui qui décide, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai, moi, en tout cas, personnellement. C'est un peu le sentiment qu'on a tous. On est dans un pays démocratique où le président... Ah, mais je sais bien que où le président ne peut décider que lorsqu'il a une majorité. Oui. C'est au moins à ça que servent les députés. Je parle des députés à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il a fait voter pour Hadopi après que les députés aient voté contre. Il y a quand même une morale. Tous ceux qui ont tapé à bras raccourcis sur Sarko pendant cette campagne ont perdu les élections. C'est faux, c'est faux. 60% d'abstentionnistes, parmi lesquels essentiellement les jeunes, vous l'avez dit, les classes populaires, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a 2% de différence de participation je vais vous dire par rapport aux dernières élections européennes. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont soit militants socialistes, soit électeurs socialistes, qui ont voté, et qui, eux, ont voté vert. Ils sont 10 fois plus sévères que moi sur cette présidence. Ils ont voté contre l'absence d'une opposition forte, crédible, dynamique. C'est vrai que le Parti socialiste voulait un vote sanction. Il y a eu un vote sanction, mais contre le Parti socialiste. Mais il n'y a pas... Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'opposition crédible aujourd'hui. Parce que vous l'achetez. Vous l'achetez. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. On peut pas parler avec lui. C'est l'ouverture. Vous avez tout le temps de parler. Bérou. Il s'écroule. Le PS, il est englué dans ses problèmes internes. Et Cohn-Bendit, on sait bien que c'est pas un parti de gouvernement. C'est un parti refuge sur certaines élections. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie le lendemain de l'élection. Mais enfin, nous, ça fait quand même un paquet de temps qu'on parle d'écologie. C'est quand même le président Sarkozy qui a fait le Grenelle de l'environnement, que je sache. Oui. Vous avez l'air de l'oublier. Bien, on continue. Donc la surprise, évidemment, ça a été Daniel Cohn-Bendit. Il visait 10%. Il en a fait 16,5%. C'est l'inverse de Julien Courbet sur France 2. C'est la victoire de la simplicité. Ouais. Et c'est aussi autre chose, c'est que lui, il ne pense pas à la présidentielle. Ouais. Et c'est ce qui corrompt totalement notre vie publique aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est cette façon où tous s'y voient. Ils ne pensent qu'à ça, comme si l'avenir d'un pays dépendait d'une seule personne et non pas d'une dynamique collective. C'est vrai. On passe aux infos de Blacko 2.
En apprenant cette semaine la mort d'Omar Bongo, Jacques Chirac a regretté la perte d'un grand sage. Tu m'étonnes! Il risquait pas d'en dire du mal, vu que Bongo a financé sa campagne électorale en 81. Bah vous saviez pas? C'est Giscard lui-même qui a vendu la mèche cette semaine sur Europe 1. J'ai appelé Bongo, je lui ai dit oui, vous êtes très aimable, mais actuellement vous soutenez financièrement la campagne de mon concurrent. Alors il y a eu un temps mort, et il m'a dit « Ah, vous le savez ». Ce qui était merveilleux. Hein. Rassurez-vous, depuis 81, les choses ont bien changé. Alors certes, en 2007, le candidat Sarkozy a bien demandé audience à Omar Bongo pendant la campagne électorale. Mais attention, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il va sans dire que le candidat Sarkozy est allé recueillir les sages conseils du président Omar Bongo en Ondimba. Ah bien sûr, les sages conseils, une bonne valise pleine de conseils du président Bongo. Je lui ai expliqué comment se passait la campagne. J'ai recueilli ces sentiments d'amitié qui sont pour moi très importants. Ah, l'amitié France-Afrique, c'est un trésor qui n'a pas de prix. Voilà, c'était les infos de Blacko 2. Voilà, évidemment, la mort de Bongo, président du Gabon depuis 41 ans. Alors, si on est plus ou moins RPR, on est plus ou moins triste, évidemment. Moi, je suis très triste. C'est vrai. Je le connais depuis très longtemps. Je dois dire, j'ai beaucoup d'amitié. Et... Vous allez à son enterrement? Sans doute. Ils vont l'enterrer avec l'affaire Elf, c'est bien? Moi, je trouve que c'est pas un sujet sur lequel. Pourquoi c'est pas un sujet? Non, mais attendez, non, Patrick, pourquoi c'est pas un sujet? Parce que tous les sujets sont discutables en démocratie. Non, mais je n'aime pas plaisanter sur la. D'accord, ok. Bon, on va plaisanter avec vous alors. Ou avec toi, si tu veux. Bon, alors en fait, il s'appelait Omar Banga, mais pour un dictateur à vie, c'était pas terrible. On plaisante, on plaisante. La France, en fait, dit on vient vous aider. Mais on vient faire quoi? On vient faire le tout pétrole, Total, Elf. On vient préserver nos intérêts. On vient soutenir des régimes qui détournent une bonne part de cet argent, qui vont dans des comptes en Suisse ou dans l'immobilier ici, notamment dans les Hauts-de-Seine. Hein, c'est là où ça va, l'immobilier de ces rois africains indéboulonnables. Vous avez, les enquêtes ont été vous avez des publiées. rois africains dans les Hauts-de-Seine? Je sais pas. Comme moi, j'en connais pas. Il y a encore des rois africains. Mais il y a des présidents indéboulonnables qui, au fond, sont adossés à notre façon de piller l'Afrique. C'est quoi le groupe Bolloré, par exemple? C'est le contrôle des ports africains, c'est le contrôle de l'import-export. Le groupe Total, il n'a aucun intérêt véritable en France, c'est néanmoins la première entreprise française. Ouais. C'est toute une logique qui n'est pas une logique d'aide, qui est une logique de pillage. Ouais. Le pillage de l'Afrique, ça continue. C'est pour ça que derrière ces belles paroles, il y a les mallettes et il y a les mouvements d'argent. Quel est le premier chef d'État que M. Sarkozy a eu au téléphone après son élection? M. Bongo. Ouais. Au fond, pour moi, dans ce rapport au pouvoir africain, il y a du mépris de l'Afrique. Parce que d'un côté, on fait ça, de l'autre côté, on fait le discours de Dakar. Hein, il n'est pas rentré dans l'histoire, il est toujours un enfant proche de la nature, l'homme africain, n'est-ce pas? Ah, mais M. Bongo, on va prendre ses conseils, quel grand sage. Mais l'homme africain, près de la nature, hein, pas rentré dans l'histoire. Alors, mon petit homme africain, tu es bien gentil. Oui. Mais c'est incroyable. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, en tout cas personnellement, je suis convaincu que la colonisation n'a jamais cessé, elle a juste été un petit peu masquée, quoi. Ouais. Et donc la mort d'Omar Bongo, c'est vrai, c'est triste, c'est toujours triste, quelqu'un qui meurt. Mais on se dit quand même, ça va peut-être changer. Et on regarde vers le ciel et on dit quand même merci mon Dieu, quoi. Il y a un peu des... Non, mais c'est pas merci pour sa mort, mais merci pour le changement éventuel. Il était très apprécié des Africains, car dès qu'il y avait un conflit quelque part, c'est lui qu'on appelait. Oui. C'était le papa de l'Afrique. Malheureusement, c'était justement le papa de l'Afrique. Et c'était un homme de paix qui a évité beaucoup de sang. Malheureusement, c'était le papa de l'Afrique et il a éduqué beaucoup de chefs d'État un petit peu. Et voilà ce que donne l'Afrique aujourd'hui, quoi. Il a donné un petit peu des tuyaux et c'est les mauvais tuyaux. C'est pas ça un vrai chef d'État. C'est pas Huggy les bons tuyaux. C'est ça. Ben, nous en resterons là puisque l'homme africain s'est exprimé. Si ça vous dérange pas, il y a un arbre juste derrière. Je vais juste aller faire un petit tour pour m'amuser. On passe aux infos de Blacko 3.
Youpi, la crise est finie. Qu'est-ce qu'on a eu peur? On a cru au crack. On pensait qu'il faudrait des années pour remonter la pente. Et hop, voilà que cette semaine, 10 des plus grosses banques américaines ont déjà remboursé 68 milliards de dollars prêtés par le Trésor américain. Mais oui, on a moralisé le capitalisme, alors c'était important pour les banquiers de soulager leur conscience en remboursant leurs dettes à la société. L'avantage pour eux, c'est qu'après avoir remboursé l'État, Obama pourra plus leur interdire les salaires pharaoniques, les bonus records, les parachutes en or. Mais alors, ils n'ont pas retenu la leçon? Mais si, la grande leçon de la crise pour les banquiers, c'est que l'État sera toujours là pour éponger leurs erreurs. Voilà, c'était les infos de Blackout 3. Alors voilà. Les banques américaines remboursent l'État américain pour recommencer à être libre dans le poulailler, quoi, et à se refiler des bonus, des golden parachutes, etc. Ils ont rendu le pognon. Mais Obama, finalement, il n'a pas fait de loi, contrairement à ce qu'il avait dit. Votre ami Obama? Je suis d'accord avec vous, il n'a pas fait encore suffisamment, parce que cette crise, ils croient tous que c'est un petit moment, cette crise. Ouais. Ils croient tous qu'on va pouvoir arranger tout ça, et puis les affaires vont reprendre. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est qu'on nous a expliqué qu'il fallait tout changer, et maintenant, dès que ça s'arrange un petit peu, bon, faut le dire vite, là, maintenant, ils remboursent pour pouvoir recommencer. Ce qui est important, c'est de mettre en place une régulation financière. Mais elle est où, cette régulation? Sarkozy n'a pas fait de loi. Il a parlé à Toulon de réguler le capitalisme. Il n'a jamais fait une loi. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire une loi hexagonale pour régler les problèmes mondiaux du capitalisme. Au G20, ils ont dit on va réguler le capitalisme mondial. Mais ils l'ont jamais fait, mais ils s'en foutent au fond. Ils n'ont rien fait sur les offshore. Ils n'ont rien fait sur les parachutes dorés. Ils n'ont rien fait sur les bonus. Paradis fiscaux, petite parenthèse. Au fait, c'est qui le parrain de Monaco, d'Andorre et tout? C'est pas le président de la République française qui a une relation. Alors on a rompu les relations diplomatiques. On a rompu les relations diplomatiques. Mais le président a dit que où il rentrait dans le rang, mais ça, c'est pas du sérieux. On prend des actes, on décide, c'est des discours. Donc on attend tous des lois. Vous êtes député. Pourquoi vous ne faites pas une proposition de loi pour réguler tout ça pour de vrai? Faites-le. Il faut qu'il y ait une régulation, d'une part au niveau de l'Europe et au niveau du G20 avec les grands chefs d'État et avec les grands pays. Ça ne marchera jamais. Mais les Anglais ne voudront jamais, mais non. C'est pour ça qu'il faut une opposition, des résistances, des luttes. Bien. Edwy, merci d'avoir été avec nous. Voilà. Edwy Plenel, donc, Mediapart. Et nous, on se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon, et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Patrick Hudlin, pour son livre Rue des Martyrs, chez Grasset. Rendez-vous à tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons un invité du samedi 20h ce soir, Patrick Hudlin, pour son livre Rue des Martyrs chez Grasset, toujours en compagnie de Patrick Balkany. Eh oui, toujours là. Et d'Omar Sy. Alors Patrick Hudlin, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes une énigme pour la science. Avec tout ce que vous êtes envoyé, vous devriez être mort depuis 1984. Obama. Et vous êtes toujours là. Normalement, vous auriez dû mourir d'une overdose. Là, vous seriez carrément culte. Oui. Ouais. Vous êtes quand même un peu culte, hein. Bon, c'est gentil. Oui, vraiment. Non, sérieusement. On en parlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, monsieur. Exceptionnellement, une question à poser aux invités. Mais je t'en prie. Qui est le maire de Levallois entre vous deux? J'ai une absence. Bien vu. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. À vous, Stéphane, pour la semaine des bilans. Et on commence avec l'affaire des bébés congelés. Véronique Courgeot adorait ses enfants, apprend-on dans la presse. C'est vrai, elle ne savait pas quoi faire pour leur faire plaisir. La voici en octobre 2006, faisant ses courses chez Picard. Ce jour-là, elle prendra une boîte de poisson pané pour caler la tête des bébés, des frites Findus pour leurs petits pieds et une boîte d'esquimaux pour que chacun ait son espace.
Les capteurs pourraient être la cause du crash de François Bayrou aux européennes. C'est étrange car ceux du leader centriste sont très développés, de véritables paraboles. Pourtant, en 2007, lorsqu'un enfant avait fait ses poches, ces capteurs avaient très bien fonctionné. Après sa nomination à Strasbourg, Rachida Dati démarre sa tournée d'adieu. À l'Assemblée, elle a salué ses collègues UMP, puis la garde des Sceaux a remonté l'avenue Montaigne à pied. Énorme émotion chez Dior, Chanel, Prada, des vendeuses en larmes. Dans toutes les boutiques, le bilan de la ministre restera gravé dans les cœurs. Excusez-moi, Thierry. Mais c'est normal, vous êtes ému. Vous êtes ému, Stéphane. Nicolas Sarkozy a invité Woody Allen à l'Élysée, rencontre au sommet entre un clarinettiste de jazz et un joueur de pipeau. Valéry Giscard d'Estaing, atteint d'une forme très bizarre de la maladie d'Alzheimer, l'ancien président se souvient uniquement des saloperies commises par les autres. En effet, si Chirac a touché de l'argent de la part de Bongo, rappelons que Giscard a reçu des diamants de la part de Bokassa. Ah oui, bravo. Bien. C'est le seul qui me l'a fait remarquer, c'est Stéphane. Les enfants sans papier ne doivent pas être privés de classes vertes. Bah ouais, c'est dégueulasse. Éric Besson, il organise des classes vertes vachement sympas pour les enfants sans papier. Le problème, c'est les horaires. Faut être prêt à partir à 6h du mat et n'importe où, Bénin, Mali, Congo. Et en plus, tu pars avec tes parents. Une classe verte où t'emmènes tes vieux, c'est les boules. Après le négationniste Robert Forisson, le terroriste Carlos soutient Dieudonné. Pour les prochaines élections municipales, Dieudonné recherche un serial killer ou un pédophile. Il faut avoir un profil d'enculé, sinon ça n'intéresse pas. Ah, il a fait 1%, Dieudonné, ce qui prouve que les antisémites sont aussi des feignasses quand même. Absolument. Ils ne vont pas voter. Mercredi, c'était la journée mondiale des océans. Les océans deviennent de véritables poubelles. On y jette n'importe quoi, des mégots, des sacs plastiques, des bouteilles vides. Et l'autre jour, un Airbus A330 entier. C'est dégueulasse. Sport, un Français pulvérise le record du monde d'apnée en restant 11 minutes sous l'eau. Attention, attention, pour que la performance soit validée, le candidat doit remonter lui-même à la surface. Depuis le crash de l'AF 447, la fédération d'apnée reçoit énormément de lettres. Mon mari est resté 10 jours sous l'eau. Pouvez-vous homologuer ce nouveau record? Non, il faut remonter. Une femme qui a manqué de peu le vol Rio-Paris vient de se tuer en voiture après une sortie de route. Et oui, c'est rare de gagner 2 fois de suite au loto. C'est un peu noir aujourd'hui, mais c'est bientôt les vacances. Et on termine avec la disparition de David Carradine. L'acteur serait mort suite à un acte sexuel qui a mal tourné. Pourtant, dans la série Kung Fu, Maître Po lui a donné des dizaines de conseils de survie. Petit scarabée, si tu te tires sur le bambou à 72 ans, évite d'entourer ta bite et ton cou d'une corde. Tu peux mourir et on te retrouvera pendu par les couilles dans une chambre d'hôtel à Bangkok. Pour ton image dans la postérité et l'histoire du Kung Fu, ce n'est pas bon, petit scarabée. Souviens-toi du proverbe « N'attache pas ta bite quand tes forces te quittent ». Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillon, qu'on retrouve ici la semaine prochaine et en attendant sur canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20. Alors Patrick Eudeline, rebonsoir, vous avez 55 ans, on vous a connu en 1977 dans un groupe de rock
qui s'appelait Asphalt Jungle. À l'époque, c'était un nom de groupe de rock. Aujourd'hui, ça serait un parfum de chez Dior ou de chez Chanel. Vous êtes le dernier survivant du groupe. Sur les 3 autres, il y en a un qui est mort d'overdose, un qui s'est suicidé et un qui a disparu. Oui, on ne sait pas. C'était si mauvais que ça, la musique de C'était dangereux, en tout cas. Remarquez, en cas de reformation, ça simplifie les formalités. Voilà, au moins, j'ai pas de problème de ce côté-là. Vous êtes une sorte de dinosaure, la dernière icône rock underground, une sorte de Terminator punk. Alors aujourd'hui, vous écrivez des livres, vous tenez une rubrique à Rock et Folk, où vous racontez votre vie. Rock et Folk, vous y alliez en 1972, quand vous séchiez la fac de lettres. Vous avez découvert Paringo, à qui je rends hommage ici ce soir. Ensuite, vous avez découvert le livre de Jean-Jacques Schul, Rose Poussière, qui a été un événement extrêmement important pour toute notre génération. Bowie, le Velvet, Warhol, Burroughs. Voilà, et après, il y a eu Asphalt Jungle, et après ça, il y a eu l'héroïne. Vous êtes tombé dans l'héroïne. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des années 80 un peu compliquées, quoi. Vous dites l'héros, je vivais ça comme un roman noir, un truc plus grand que la vie. Oui, bien sûr, c'était la mythologie qui m'amusait, c'était les livres. Enfin, au début, ça t'amuse, et puis après, tu te laisses prendre un peu au piège, mais je veux dire, bon, c'était à cause des livres, des disques, je crois que c'est ça qui est important, c'est l'image romantique du truc. C'est vrai qu'à l'époque, c'était à la mode. Oui, ça a été à la mode, oui. Aujourd'hui, un mec qui prend de l'héros, c'est un ringard. À l'époque, c'était vraiment bien de prendre de l'héros, quoi. En plus, j'ai un message, faut pas aller très mauvaise, maintenant, ça vaut pas le coup. Ouais. Ah, parce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est qu'au début, on en prend pour être bien, puis après, on en prend pour pas être mal. Donc finalement, ça sert à rien. Ce n'est pas faux. Enfin, ceci étant, j'y avais laissé toutes vos dents, quand même. Ah, j'ai plein de dents, là. Elles sont à moi, la preuve, je les ai payées et tout. Ouais. Ça vous a abîmé, quand même? Les dents, seulement. Les dents, le reste, ouais. Quand je vois les sportifs, je veux dire, ils ont 30 ans, ils ont plus de cheveux, ils sont gros, et tout ça, et ils mettent des tongs. Je veux dire, bon, moi ça va, j'ai tous mes cheveux, toujours le même poids. Mais quand même, les dents, vous dites, c'est un grave stigmate social, quand même. C'est drôle, parce que quand j'avais 18 ans, Keith Richards aussi, des Stones, avait les dents abîmées. C'était un genre, voilà, c'était, on l'appelait l'homme le plus déglingué de la planète et tout ça, quoi. Mais dans les années 80, les années du fric et tout ça, c'était un marqueur social. C'était plus la même chanson, quoi. Vous avez jamais été tenté par la drogue, vous, Patrick, hein? C'est pas que j'ai... moi, j'ai toujours exécré même l'idée de la drogue. Même quand j'avais à 18 ans des potes qui fumaient, on me passait le pétard, je faisais ça et ça. Ouais, mais vous écoutiez pas David Bowie, les Stooges et tout ça, peut-être? Non, moi, j'étais Beatles. Ah! Voilà, ils se sont défoncés aussi, les Beatles. Oui, mais c'était pas la période la mieux chez eux. Ils se défonçaient depuis le début, entre nous, mais bon, faut pas le dire. Ouais, ça prend un certain temps, sans doute, à se voir. Ça doit être ça. Ils se sont arrêtés avant de perdre leur dent, c'est ce que vous voulez dire? Sans doute. Et maintenant que les guitares Gretsch sont fabriquées en Chine... Ouais, c'est pas faux, qu'est-ce qui reste du rock, alors? Une idée. Une idée, et puis, je veux dire, le passé, puis comme on est dans une époque tellement vide, morne et difficile, je crois que tous les gamins de 15 ans qui... flash sur des gens que non seulement ils n'ont pas connus, mais qui ou ils sont morts, ou ont l'âge d'être leurs grands-parents, en fait. Je veux dire, c'est pour ce paradis perdu, toutes ces choses qui ont disparu, et voilà, quoi. Est-ce que le rock, aujourd'hui, c'est pas un truc de fils de bourgeois? Est-ce qu'aujourd'hui, la contestation, elle n'est pas plutôt dans le rap? Ah, c'est évident, c'est-à-dire qu'on est en banlieue, on écoute du rap, on va à l'école alsacienne, on écoute du rock, c'est sûr. Voilà. Mais... Le rock, c'était Eddie Cochrane, Bill Haley, etc. Ah non, c'est les années 50, Patrick. Les années 50. On va parler des années 60. Fin des années 50, Eddie Cochrane, il est mort, que je sache, dans le... Quoi, 58, 60, non 62, même. C'est à peu près ça. Hein, voilà. Bon... Come on Everybody, ça c'était du rock. Non, c'est du rock'n'roll, ça. C'est du rock. C'est même du rockabilly. Mais moi, je suis comme Johnny, on avait les mêmes références, quoi. Johnny, c'est pas du rock, Patrick. Non, je veux dire, on avait les mêmes références. Ah, les mêmes références, les Américains. On aimait les Américains qui faisaient du rock. Dans Rue des Martyrs, le roman que vous publiez chez Grasset, vous racontez un personnage qui vous ressemble beaucoup. Alors, il vous ressemble par certains côtés, et il a le destin de quelqu'un que tout le monde a oublié, qui s'appelle Alain Kahn. Voilà. C'est Alain Kahn, moi je l'ai très bien connu. C'était le beau-frère du chanteur Christophe. Il avait fait partie des Gasolines, donc c'était la grande époque. Vous n'avez pas connu les Gasolines? C'était un rock PD au début des années 70. Vous n'étiez pas là-dedans? Non, non plus. C'est marrant, hein. C'est marrant. Pas pédé, pas drogué. Mais juif quand même. Les juifs quand même, on peut pas avoir. On peut pas tout avoir. Ah oui. C'est comme quand on me demande si je suis franc-maçon. Je dis juif et franc-maçon. Non, on ne peut pas tout être, évidemment. Voilà. Donc cet Alain Kahn avait eu quelques succès, mais beaucoup d'échecs.
Et un jour, effectivement, moi je m'en souviens très bien, un jour, il est parti, on ne l'a plus jamais revu. Mais tout le monde peut disparaître. Moi, j'ai eu cette tentation dans les années 80. Ce qui se passe dans le livre où quelqu'un vient vous voir en disant « T'as ton passeport en poche, viens, on se casse », j'avais rien à perdre, j'ai vraiment failli le faire. Vous avez passé 10 ans enfermé. Oui. Vous avez disparu d'une certaine façon. Oui. Effectivement, je suis resté assez fermé pendant ce moment. Et donc cet délinquant a disparu, on ne sait pas du tout où il est passé, mais pas du tout. C'est une énigme. Ouais. C'est une énigme totale. En plus, c'est très bizarre parce qu'il n'avait rien sur lui. Il allait voir sa mère. Enfin, je veux dire, on ne sait vraiment pas. Je veux dire, et il y a des gens qui croient Christophe le premier. Je veux dire, qui fantasment sur le fait qu'il ne soit pas mort et tout. Moi, je crois qu'il est mort, bien sûr. Non, mais il est peut-être en exil. D'ailleurs, dans votre bouquin, vous le faites revenir. Oui. Parce que je veux dire, Internet l'appelle en fait. Ouais. Je veux dire, les blogs, YouTube, MySpace, toutes ces histoires-là, je veux dire, ça parle de lui, il y a des sites sur lui, il y a des, voilà, ça raconte plein de bêtises parce que c'est la logique d'Internet. Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent me chercher, qu'est-ce qu'ils me font bon. Et donc c'est comme un appel, et il revient en France. Est-ce qu'on peut dire que la contre-culture a tué ses meilleurs soldats ? Je pense qu'il ne peut plus y avoir de contre-culture ni d'underground. Maintenant, je veux dire, c'est presque trop facile d'être... de faire quelque chose, de chanter, je veux dire, de faire un petit film ou tout ça, d'écrire un truc, de faire son blog et tout ça. Et donc, l'underground s'est tué dans la masse, en fait. Alors, quel bilan vous tirez de tout ça ? Où est passé le merveilleux rêve des années 60-70, c'est-à-dire toute cette utopie, veut dire, en un an, il n'y a plus de gauchistes, ça a été liquidé. Je veux dire, il n'y a plus de parti communiste maintenant, il n'y a plus de rêve social, il n'y a plus de paradis perdu, il n'y a plus... Voilà, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Il est bien, votre bouquin. Merci. T'écoutes quoi, toi, comme rock ? J'écoute pas de rock. Tu vois ? Non, j'écoute pas de rock, mais je suis né en 78. Ah, oh le pauvre. Pour moi, justement, c'était plus le rap, le hip-hop. C'est là-dessus où moi, je me suis retrouvé des réponses où je me suis peut-être identifié à certains chanteurs et tout ça, mais c'était plus dans le rap où moi, j'avais mon truc quand j'étais adolescent. En tout cas, c'était là-dedans, quoi. Maintenant, vous écoutez quoi, Patrick, comme rock, vous ? Si je suis dans la voiture, je mets France Info, mais quand j'en ai marre, je mets Nostalgie parce qu'au moins ça me requinque. Ah d'accord. L'autre jour, j'étais à la Légion d'honneur de Didier Barbelivien. Ils lui ont donné la Légion d'honneur. Mais oui, c'est quand même l'homme qui a écrit toutes les plus belles chansons françaises. Des centaines de millions de disques. Bien. Voilà. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Après cet hommage à Didier Barbelivien. Mais oui, mon ami Didier Barbelivien. Ah, c'est votre ami aussi. Ah, c'est mon ami. Vous êtes tous copains entre vous, alors. C'est mon ami Didier depuis très longtemps. Ouais. Depuis très longtemps. Bah, à nos âges, c'est sûr, les amis, on les a depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'on va plus souvent aux enterrements qu'aux mariages. Et voilà. Bon, on vous laisse filer à l'enterrement de Bongo, en tous les cas. Voilà. C'était Salut les Terriens, avec Patrick Balkany, député maire UMP de Levallois, Edwy Plenel pour Combat pour une presse libre chez Galade, Omar Sy pour Tellement proche, d'Éric Toledano et Olivier Nakache, un film que je vous recommande. Allez-y mercredi, franchement c'est de la balle, c'est de la balle. Patrick Hudlin pour Rue des Martyrs chez Grasset, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec lui, je vous laisse avec le SAV des émissions. Ensuite, Groland Magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.